Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les ministres ivoiriens et burkinabés des transports se concertent à Ouagadougou pour donner un coup d'accélérateur au transport entre les deux pays en se penchant notamment sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya. Drame lié à la pauvreté à Addis Abeba en Éthiopie, des habitants qui squattent une décharge ont été pris dans un éboulement. Bilan, 46 morts, dont 32 femmes. Visite du ministre ivoirien des Transports Amadou Koné au Burkina. Une occasion pour les deux pays d'évoquer la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya et la situation des transports aériens et terrestres. La rencontre entre les délégations burkinabées et ivoiriennes a pour objectif de donner un coup d'accélérateur au secteur des transports entre les deux pays. Reportage Paul-David Bambara Oumoussissé. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se parlent. Et le sujet d'échange, comment promouvoir le secteur du transport entre les deux pays voisins. Une rencontre entre les deux ministres en charge de la question, avec pour objectif la mise en synergie de leurs actions. Il s'agit du premier groupe qui va travailler sur ce qui est ferroviaire. Ensuite, il y aura un autre groupe qui va travailler sur l'aérien. Donc, tout ce qui est coopération aéronautique entre les deux pays. Et enfin, le troisième groupe sur les corridors, donc tout ce qui est transport du port d'Abidjan ou de San Pedro jusqu'au Burkina. Des réformes ont déjà été engagées par les deux pays pour le développement du secteur des transports. Et à cette rencontre, les attentes sont nombreuses. Donc les attentes sont simples. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait donc une circulation entre donc la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, Ouagadougou, beaucoup plus fluide. Donc nous allons examiner donc ensemble toutes les décisions qui peuvent être prises pour que cela se fasse, au-delà même des directives et des règlements communautaires qui existent. La deuxième chose, il y a cet important projet ferroviaire dont le ministre a parlé tout à l'heure, et il nous faut prendre des décisions. La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya permettra à terme une exploitation du chemin de fer dans des conditions optimales de sécurité et de confort pour le transport des voyageurs et de marchandises. Une réhabilitation qui sera à la charge du groupe Bolloré et va coûter 262 milliards de francs CFA. Clôture de la rencontre sur la maîtrise du partenariat public et privé, elle a permis de renforcer les capacités des acteurs du PPP au Burkina. Pendant 48 heures, ils ont passé en revue les 94 projets inscrits dans le plan national de développement économique et social, PNDS, projets qui pourront être réalisés grâce au partenariat public-privé. Reportage Gira Sommet, Bouma Ernest Nebier. Au cours de cet atelier, il a été question pour la structure Think Tank International Burkina d'outiller les différents acteurs qui interviennent dans le partenariat public-privé PPP au Burkina afin qu'ils puissent être plus opérationnels. Ces experts en PPP ont donc échangé et partagé leurs expériences 2 jours durant avec tous les acteurs qui interviennent dans la réalisation des projets PPP. Nous avons organisé l'atelier pour à la fois évaluer, proposer et renforcer les capacités des différents acteurs afin donc d'arriver donc à élaborer ensemble et à produire des outils donc d'aide à la décision. Les participants ont passé en revue les 94 projets inscrits dans le cadre du PNDS. Ils ont aussi formulé des recommandations pour une bonne marche du PPP. Une initiative bien appréciée par le gouvernement. Dans le cadre du PNDS, une bonne partie du financement sera fait par les nationaux, à plus de 60%, mais également par les partenaires institutionnels, mais également par les privés, par le biais de PPP. Donc il est important donc, que nos différents acteurs au niveau des ministères puissent partager les bonnes pratiques, voir comment on préserve la qualité de Burkina sur le marché financier, comment on assure justement que l'endettement ne soit pas excessif et comment surtout on évite les pièges qui peuvent exister dans les contrats qui ont été mal montés. Venus des secteurs publics et privés, les participants ont reçu au terme de l'atelier des attestations de participation. Et tous espèrent que cette rencontre va contribuer à la réussite des projets PPP.
Lancé jeudi dernier, c'est finalement hier que s'est refermé le FESPACO à Bobo-Dioulasso, une manifestation destinée à montrer aux cinéphiles de SIA les œuvres projetées lors de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. En tout, une trentaine de films ont été vus par les Bobolais. Reportage Hassan Gourabou, Karim Sissé. Je voudrais, au nom du ministre de la Culture, ne pas dire moteur ça tourne, mais simplement dire déclarer, lancer le FESPACO à Bobo-Dioulasso. C'est ainsi parti pour FESPACO Bobo 2017. Pendant 4 jours, les cinéphiles bobolais pourront suivre quelques films projetés lors de la 25e édition du FESPACO. Nous sommes venus à Bobo avec 34 films exactement, qui sont donc répartis dans différentes catégories. C'est-à-dire que vous avez des fictions long métrages, des courts métrages, des séries télévisées, des documentaires. Pour cette édition, c'est la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso et l'Institut français qui sont retenus comme salle de ciné. Les organisateurs invitent donc le public bobolais à prendre d'assaut les lieux de projection afin de pouvoir non seulement suivre les films sélectionnés, mais aussi encourager les cinéastes et acteurs qui ont effectué le déplacement de la ville de Sia. Le palais d'Issouka, premier quartier de Koudougou dans le Boulkiemde, est un exemple de métissage culturel réussi. Il accueille depuis 16 ans un Français originaire de Bordeaux. Patrick Rossi est en même temps guide et protocole du chef d'Issouka. La rencontre des cultures donne à la chefferie d'Issouka des allures de modernisme. Pawadrogo, Jean Zongo, Sanoua, Christine Koulibaly. Palais d'Issouka. Ce décor traditionnel et muséal attire chaque année des milliers de visiteurs soucieux de prendre du bon temps, mais aussi curieux d'apprendre un pan de l'histoire des Yaméogo. Aussi sont-ils plus curieux quand cette histoire est contée par Rossi le Tengambiga. Les lions, c'est parce que le nom de la famille ici, c'est Yaméogo, Yamoyogo. C'est lui qui est allé conquérir la brousse. Donc le premier qui a dominé toute la brousse, qui a dominé tous les animaux de la brousse, c'est le lion. Donc il y a une identification entre les Yaméogo et les lions. Pour moi, il était en visite comme nous, mais quand on me l'a présenté comme un guide, je me suis dit que c'est bien parce qu'il s'est intéressé à notre culture, il s'est investi, il est resté et il a voulu expliquer la culture aux autres personnes qui veulent savoir. La passion de découvrir l'autre a permis à Patrick Rossi, français d'origine, issu de la région de Bordeaux, de maîtriser les us et coutumes de la chefferie d'Issouka et de l'expliquer avec dextérité aux visiteurs. J'ai appris l'histoire de la famille Yaméogo, j'ai appris les comportements des uns et des autres, les situations qui doivent être faites. Je me suis introduit dans la culture Mwaga. Intellectuellement, je suis curieux. Chaque week-end, quand je suis là, je lui raconte une portion. Au départ, c'était comme ça. Je lui raconte une portion, je lui explique ce qui se passe et il reprend et je corrige jusqu'à ce qu'on arrive à une version définitive. Et c'est avec ça qu'il répercute au monde et qu'il explique aux gens. Si bien qu'au départ, même si les gens ne comprenaient pas, les gens ont fini par accepter et beaucoup aimer. Que quand on lui porte un masque, vous n'allez pas savoir que c'est un blanc. Désormais, il s'appelle Tengambiga Yaméogo et sa rencontre avec la culture Mwaga, essentiellement caractérisée par l'oralité, crée un métissage culturel et surtout une nouvelle forme de gestion et d'organisation ici au palais d'Issouka. Un des avantages comparatifs, c'est qu'eux, ils écrivent tout ce qui se passe. Nous, on compte tout ce qui se passe. On dit oui, il y avait beaucoup de monde, mais combien de monde? Et tout ce qui se passe, comme votre visite à Issouka aujourd'hui, a été transcrit par lui et restera pour la postérité. La chefferie, aujourd'hui, j'entends, doit s'organiser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire s'organiser? Il faut planifier. Par exemple, il faut planifier les visites, il faut planifier les interventions, il faut planifier tout ce que nous entreprenons comme aménagement au sein de la chefferie. Et tant que cela n'est pas planifié, c'est compliqué. Et pour le chef d'Issouka, la présence de Patrick Rossi apporte un aspect cartésien à la chefferie et la modernise, chose nécessaire aujourd'hui à sa pérennisation.
Les manifestations d'hommage se multiplient à l'endroit du PDG d'Abdoul Service. Les artistes musiciens traditionnels et modernes se sont retrouvés hier soir au stade municipal Joseph Konombo de Ouagadougou. Un concert dédié à Abdou Ouedraogo, magnifié pour ses œuvres de charité au profit de ses concitoyens. Gérard Sommet, Vincent Tiendrebego. Il n'y avait pas assez de place pour le public au stade municipal Joseph Konombo ce dimanche. C'est là que les artistes nationaux ont dressé leur tribune et se sont succédés sur scène pour un grand concert. Un concert donné en hommage à un homme, Abdoul Ouedraogo, dit Abdoul Service. Ce promoteur immobilier est à la une de l'actualité des œuvres caricatives au Burkina Faso. Désigné homme de l'année 2016 par Radio Salan Kolonto, il est également la tête d'affiche du baromètre du Faso de notre confrère le Faso.net. Tout ce que je voudrais faire comprendre au peuple burkinabé, moi Abdoul Ouedraogo, toutes les œuvres que je fais ça au nom de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être candidat, je n'ai pas besoin de faire la politique. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je demande à tous ceux qui prennent tout leur temps à critiquer que ça c'est la politique. Même s'ils n'ont pas pitié de moi, ils n'ont qu'à avoir pitié de ceux que je donne des coups de main. L'événement a eu le soutien du ministre de la Culture qui a assisté au concert. Tahirou Bari qui dit venir soutenir la richesse d'un cœur. Nous sommes venus soutenir Abdoul Service, non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a un cœur riche. Nous sommes venus rendre hommage à Abdoul Service parce qu'il s'est agrandi en décidant de se mettre au service d'une grande cause. Cette cérémonie a été organisée par les artistes pour lui démontrer qu'ils sont avec lui, qu'ils le soutiennent, qu'il mérite ce que Radio Salan Kolonto a fait. Et le public en a eu pour son compte avec la prestation de plusieurs artistes comme Des Altino, le Prince National, ou le désormais Naba de Adam Tienga, Flobi. Un spectacle gracieusement offert. 46 personnes ont péri dans l'éboulement d'une décharge à la périphérie d'Addis Abeba en Éthiopie. Selon des riverains, des travaux d'aplanissement sur le site seraient à l'origine de cette catastrophe. La plupart des victimes seraient des squatteurs habitant cette décharge et qui passent leur temps à la fouiller. Au moins 24 personnes ont été tuées et 28 autres blessées dans l'éboulement d'une des principales décharges d'ordures d'Éthiopie en périphérie de la capitale Addis Abeba et le bilan va très certainement s'aggraver. Le glissement de terrain s'est produit samedi soir. Une masse impressionnante d'ordures a emporté une trentaine d'habitations, si l'on peut dire, de personnes vivant sur la décharge même. La plupart des victimes identifiées sont des squatteurs qui fouillent sans relâche ces déchets à la recherche d'objets pouvant avoir de la valeur. On avait pourtant demandé aux gens de ne plus rien déposer en haut, se lamente cet homme. La décision de la municipalité de rouvrir la décharge il y a quelques mois est la raison principale de cet accident. Je pense qu'environ 150 personnes étaient sur les lieux au moment du glissement de terrain. Cette décharge vieille de 40 ans est l'une des principales de la banlieue d'Addis Abeba, une capitale de 4 millions d'habitants à la croissance démographique galopante. Le dernier bilan fait état de 46 morts, 32 femmes et 14 enfants. La Turquie va-t-elle mettre tous les pays européens à dos? Après l'Allemagne, ce sont les Pays-Bas qui sont à couteau tiré avec Ankara. L'interdiction des meetings de l'AKP en Hollande a suscité la colère des dirigeants turcs qui n'hésitent pas à qualifier de telles attitudes de comportement digne du nazisme. Le ton monte dangereusement entre Ankara et plusieurs États membres de l'Union européenne. En campagne électorale auprès de la diaspora turque, comme ici à Metz, plusieurs ministres turcs ont fustigé les villes européennes qui refusaient de les accueillir, à l'image de Rotterdam. Aux Pays-Bas, la soi-disant capitale de la démocratie, et je dis ça avec des guillemets parce qu'ils sont la capitale du fascisme, a déclaré hier le chef de la diplomatie turque après une manifestation de soutien à Ankara dispersée manu militari non loin du consulat de Turquie à Rotterdam.
Le Premier ministre néerlandais refuse de présenter les excuses exigées par Ankara après avoir décidé d'interdire la venue de ministres turcs. Certains politiciens turcs parlent de nazisme, de fascisme en évoquant les Pays-Bas. Ce pays, comme l'a rappelé le maire de Rotterdam samedi, a été bombardé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C'est totalement inacceptable de parler ainsi, dit-il. Bien sûr qu'il n'y aura pas d'excuses et c'est eux qui devraient nous les présenter pour ce qu'ils ont fait. En campagne dans le nord de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan hausse le ton et galvanise une foule venue l'écouter, les hommes séparés des femmes par une barrière de sécurité. Les Pays-Bas n'ont rien d'un pays membre de l'Union européenne, dit-il. C'est une république bananière. Le monde est témoin de la façon dont ils nous ont fait la leçon sur les droits humains, l'état de droit et la démocratie depuis des années alors qu'ils sont loin de ces valeurs. Aslında bu değerlerden ne kadar uzak olduğunu tüm dünya gördü. Recep Tayyip Erdogan fait campagne pour le oui au référendum du 16 avril qui vise à renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Et pour terminer cette édition, la revue de presse des quotidiens signée Vincent Tiendrebego. Le dernier congrès du MPP dans la presse, ça y est, Salifou Diallo, pleinement président du parti, secondé par Simon Compaoré. Et le pays se demande si ces deux fortes personnalités au tempérament explosif pourront tenir au mieux le gouvernail. Parmi les grands défis qui les attendent, selon le journal, il y a la cohésion au sein du parti du Soleil levant. Car l'indiscipline de certains militants constitue la principale menace qui guette le MPP. Et le pays en veut pour preuve l'issue des élections municipales où certains ont fait fi des consignes du parti. Salifou et Simon pourront-ils alors discipliner les chevaux indélicats de l'écurie, s'interroge le journal. C'est dans leur intérêt, semble indiquer aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, ils doivent remassifier le parti, rassembler au large et faire revenir les ouailles qui prennent le large. De toute façon, l'opposition se pourlèche les babines et attend le bon moment pour attaquer. Tension entre Sabou et Tiou dans le Boulkiamde, c'est l'Obs qui lance l'alerte à sa une. Un litige frontalier entre les deux communes rurales serait à l'origine de quelques saccages pendant ce week-end. Le calme est retrouvé, mais pas la solution définitive. Plus un seul jour sans parler du cas du Nord dans la presse, constate l'éditorial de Sidoya. Et si les médias étaient la solution ? On ne demande pas aux forces de défense et de sécurité de dévoiler leur stratégie ou de médiatiser leur position dans le Sahel, mais savoir faire usage des médias pour expliquer les actions en cours est nécessaire, écrit l'éditorialiste. Après l'attaque du 15 janvier, plus aucune nouvelle sur cette affaire, contrairement aux autorités ivoiriennes qui informent le peuple de l'évolution du cas de Grand Bassam. Les Burkinabés ont besoin d'être rassurés, affirme le journal. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi.